BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est chaque vendredi les pros des cryptos. Bienvenue à tous, nos talents non fongibles, rien qu'à nous, nos NFT répondent à l'appel de BFM Business comme chaque vendredi après-midi. Claire Balva, elle est la directrice générale de l'ADAN, elle nous accompagne régulièrement dans ce rendez-vous. C'est le dernier de l'année d'ailleurs, on se retrouvera ensuite bien sûr début janvier pour le prochain épisode des pros des cryptos. Il nous rejoint aussi pour cette dernière de l'année, Valentin Demey. Valentin Demey, le PDG de Cube tout simplement. Bienvenue Valentin, ravi également de vous accueillir. Dans un instant, on parcourra les grandes actus de la semaine, le bilan 2025 bien sûr des cryptos et les perspectives, la prospective même, soyons ambitieux pour l'année 2026. Mais d'abord, d'un point de vue technique et graphique, où vont les cryptos, où va le Bitcoin? Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vincent, peut-on envisager sur un plan purement technique une reprise de fin d'année, là, dans les derniers jours, ce que les analystes techniques appellent le rebond du chat mort sur le Bitcoin? Est-ce possible? Oui, alors même dans l'hypothèse d'un marché baissier cyclique, ce qui semble être la théorie qui s'impose depuis le mois d'octobre, on peut avoir des phases de rebond, c'est-à-dire conséquentes mais importantes. Vous avez utilisé l'expression rebond du chat mort, dead cat bounce. Alors c'est quelque chose qu'on attend parce que c'est ce qui se produisait en général 2 mois et demi, 3 mois après les sommets de cycle lorsqu'on étudie les marchés baissiers du passé. L'idée ce serait d'entrer une phase de retracement de cette phase de baisse qui a commencé depuis les 126 000 $ le 6 octobre dernier. Le signal est-il donné? Non. Alors on stabilise sur des supports depuis maintenant 2-3 semaines, c'est une première étape. Le signal de cette reprise de fin d'année, rebond du chat mort, dead cat bounce, rallye de Noël, rallye de fin d'année, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, est-il donné? Non, il n'est pas donné tant que le marché ne dépasse pas une résistance. Il y en a une qui me semble être la bonne à observer, c'est le niveau des 93 500 $. Pourquoi? C'est pas un chiffre donné au hasard, c'est le point mort annuel, le prix au-dessus duquel Bitcoin est en hausse depuis le début de l'année, en dessous duquel il est en baisse depuis le début de l'année. C'est une forte résistance, elle a été testée à plusieurs reprises depuis le début du mois de décembre. Bref, il faut la dépasser et vous verrez à ce moment-là, on aura un début d'année 2026 avec au moins donc un rebond technique vers les 100 000 $. Mais pour l'instant, le signal n'est pas donné, j'insiste. Et justement, pour 2026, est-ce que vous avez d'ores et déjà un scénario central sur le Bitcoin? Alors, c'est une question vraiment difficile sur ce cycle. Pourquoi? Je vais essayer d'être synthétique. Si on applique la théorie du cycle de 4 ans, la réponse, elle est plutôt négative. L'anticipation est plutôt négative puisque nous serions condamné, en tout cas le sommet serait traché un bear market, un marché baissier jusqu'à l'automne 2026. Ça, c'est ce que Bitcoin fait depuis maintenant 15 ans. Et donc les prochains mois seraient baissiers, même si parfois il y a des rebonds techniques. Mais il y a beaucoup de différences par rapport au sommet des cycles passés. Il y a d'autres approches, d'autres corrélations Bitcoin et le business cycle Bitcoin et la liquidité prospective qui, elles, ne s'alignent pas cette fin de cycle avec la théorie du cycle de 4 ans. Donc franchement, la réponse n'est pas évidente. Je ne vais pas m'engager sur l'ensemble de l'année 2026. J'ai plutôt une conviction que le premier trimestre, pour un certain nombre de raisons fondamentales et techniques, pourrait avoir un rebond. On croise les doigts. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonne fin d'année. Vincent, on vous retrouvera bien sûr début 2026 pour une nouvelle année de pro des cryptos. La sécurité crypto, on va beaucoup en parler ici. L'intelligence artificielle va-t-elle faciliter les hacks alors que l'État, le ministère de l'Intérieur lui-même s'est fait pirater et que effectivement nos autorités politiques, publiques vont de plus en plus manifestement vous demander à livrer vos données crypto. Alors voilà, est-ce que dans la mesure où l'État se fait hacker et pirater, vos données crypto, si vous livrez toutes vos données à l'État, risque elle aussi d'être piratée? On va poser cette question à nos experts. Et est-ce que l'euro numérique aussi pourrait offrir un petit peu plus d'exposition et peut-être donc plus d'opportunités pour les voleurs et les hackers pour vos portefeuilles? On en parlera. Le bilan 2025 de l'univers crypto, on va le tirer bien sûr ce bilan et se demander si le secteur est désormais institutionnalisé. Est-ce que c'est fait là pour les cryptos? Et puis aussi AAVE, alors, il faut qu'on en parle, la pression réglementaire retombe sur AAVE, ce protocole qui depuis 4 ans faisait l'objet d'une enquête de la SEC. Bien finalement la SEC après 4 ans d'enquête choisit de ne pas poursuivre cette plateforme. On en parlera également. Vos pros des cryptos, la machine à condenser l'essentiel s'enclenche, c'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec Claire Balva, directrice générale de l'ADAN. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Valentin Demey aussi nous accompagne pour cette fin d'année. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. PDG de Cube, vous avez changé de nom là. On a enlevé le 3. Vous avez enlevé le 3. Voilà. Cube tout simplement. Bah oui, Cube c'est 3 par définition en fait. Ça servait à rien de mettre Cube 3 en fait. Ça peut être 4 aussi, ça dépend de la vision que vous regardez la chose Guillaume. Bon, on est ravis de vous retrouver Valentin. On va ensemble décrypter l'ensemble de l'actu crypto et tirer le bilan de cette année. D'abord, les cryptos vont-elles enfanter de Frankenstein?
Initialement, les cryptos, c'était pour s'émanciper individuellement. Le patron de la SEC, qui est un pro-crypto, le nouveau patron de la SEC, lui, alerte. Pour lui, la crypto pourrait devenir un puissant outil de surveillance financière. Il dit que l'architecture de surveillance financière la plus puissante jamais inventée, ce sera les cryptos. Quel point l'alerte là-dessus, Claire ? C'est très intéressant qu'il dise ça parce que ça fait des années qu'on entend plutôt le discours inverse. C'est-à-dire la crypto, c'est opaque, ça favorise le blanchiment, etc. Et nous, ça fait des années qu'on répète que, bien au contraire, l'un des vrais arguments qui pourrait être utilisé par les anti-cryptos, c'est plutôt celui-ci. C'est plutôt celui qui consisterait à dire, attention, c'est un système justement extrêmement ouvert, extrêmement transparent, et donc avec un potentiel de surveillance financière très important. Certes, il existe quelques cryptos anonymes, il existe des mixeurs, il existe des outils bien spécifiques, mais l'ensemble des cryptos, en très grande majorité, est largement traçable. Et donc ce que dit la Paul Atkins, c'est finalement si demain les gouvernements se mettent à surveiller n'importe quel portefeuille, n'importe quelle plateforme comme un courtier dans la finance traditionnelle, et bien finalement, on va mettre en place petit à petit un système de surveillance financière extrêmement sophistiqué, extrêmement efficace, en tout cas bien plus efficace que notre système de surveillance financière actuel. Oui, peut-être les cryptos sont-elles l'architecture de surveillance financière la plus puissante jamais inventée selon le nouveau patron de la SEC, Valentin ? C'est une technologie, ça dépend de la couleur qu'on lui donne. Après, c'est le pouvoir politique qui décide. En l'occurrence, on est encore dans une démocratie en France, donc ça, c'est pas forcément très inquiétant. Mais en fonction de qui arrive au pouvoir demain, ça peut être d'une couleur blanche ou d'une couleur noire. C'est ça qui est toujours très inquiétant. Et quand les outils sont là, après, c'est difficile de s'en défaire. Effectivement, quand on prend souvent cet exemple, s'il y a une transaction qui doit avoir lieu pour acheter une bêtise, que je vous donne un billet de 5 €, Guillaume, sous la table et qu'on ne voit pas dans les caméras du plateau, ça s'arrête là et heureusement, on n'est pas pris. Effectivement, tout est tracé sur les actifs numériques, l'euro numérique demain peut-être, et ça ne sera pas des contrôles qui iront vérifier ça sera systématique et centralisé. Et quand quelque chose est centralisé, il n'y a qu'une seule chose à attaquer pour avoir toutes les infos. C'est ce qu'on a vu avec le ministère de la Justice malheureusement. Donc, c'est toujours compliqué de. On va en reparler du ministère de la Justice et de son piratage. Ça pose d'énormes problèmes, d'énormes soucis, d'énormes questions et interrogations qu'on va soulever. La surveillance financière, tant qu'on y est. Alors justement, les parlementaires en France, eux, tranquillement, sont en train de débattre sur le budget 2026 pour que les contribuables communiquent leurs données de wallet crypto non custodial, c'est wallet froid en quelque, votre ledger par exemple, il va falloir tout communiquer au fisc. C'est acté ça ou pas encore complètement clair ? Non, c'est pas acté. Et d'ailleurs, à la DAN, on est en discussion avec Bercy depuis le début sur cette disposition et d'ailleurs sur d'autres dispositions qui finalement sont sorties du champ des possibles. Et sur cette disposition, en l'occurrence, il doit encore y avoir un vote en janvier. Et nous, ce pour quoi on pousse, c'est un potentiel amendement de suppression, en tout cas un avis défavorable du gouvernement. Et donc, on a quand même des chances que cet amendement ne soit pas voté et ne passe pas. Pour donner un peu de contexte, cet amendement, il fait suite à une recommandation dans un rapport de la Cour des comptes, donc c'est quelque chose d'assez spécifique, mais il y a beaucoup de choses arbitraires. Finalement, par exemple, le seuil de 5 000 € en dessous duquel vous ne devriez pas déclarer et au-dessus duquel vous devriez déclarer, il est complètement arbitraire. Il y a aussi une incohérence parce que vous avez d'autres types d'actifs sur lesquels vous n'avez pas ce type de déclaration. Donc ça déclencherait vraiment une forme de surveillance spécifique aux actifs crypto et c'est bien ça qu'on dénonce, nous, dans ce type de disposition. Donc non, c'est pas fait. Il y a encore un vote en janvier et c'est ça qu'il faudra suivre. Effectivement, la surveillance financière. Et alors le risque, parce que si vous livrez toutes vos données à Bercy, le risque, si Bercy se fait hacker, que vos données soient comme ça dans la nature. Est-ce qu'on pourra faire confiance à l'État pour que vos données ne soient pas davantage en risque d'être piratées ? On a vu que cette semaine, le ministère de l'Intérieur, s'est fait pirater. Un certain nombre de fichiers de particuliers ont été volés. On parle bien du ministère de l'Intérieur, les amis, exposant les particuliers à des usurpations d'identité, par exemple. Et dans ce contexte d'insécurité numérique et de faille de l'État, l'État vous demande de livrer vos données de wallet crypto. La BCE, elle veut lancer son euro numérique, si bien que vos données aussi seront détenues par des organes centraux, mais qui ont du mal à se protéger des risques de piratage. Comment est-ce que vous regardez ça, Valentin ? Je suis très inquiet parce qu'effectivement, le risque de piratage n'a jamais été aussi élevé et il le sera de plus en plus, que ça soit d'un point de vue géopolitique où c'est désormais une arme très clairement utilisée et reconnue comme étant une arme de géopolitique très importante. C'est partie de la guerre informationnelle que livrent les puissances aujourd'hui. Ça a aussi de plus en plus la cible de hackers pour faire des usurpations d'identité et que par définition, dès qu'il y a un endroit où, comme on le disait à l'instant, tout est centralisé, il suffit d'attaquer ce serveur pour avoir toutes les infos. L'avantage de la blockchain, c'est justement qu'il y ait plusieurs choses à attaquer et que ça devienne tellement coûteux de devoir attaquer 10, 15, 20, 30 serveurs différents pour avoir une bribe d'information que l'attaque économique n'a pas d'intérêt. Quand tout est centralisé dans un serveur ou quand l'humain,
parce que c'est souvent l'humain qui pose problème, ce qu'on appelle le social engineering à ce moment-là. Donc le plus grand danger, c'est entre le clavier et l'écran, comme on dit, c'est donc l'humain. Et ben là, c'est très problématique. Donc qu'on vienne de plus en plus demander d'avoir accès à des informations qui ne sont pas nécessaires, parce que dans tous les cas, les Françaises et les Français, a priori, déclarent leur crypto quand ils les vendent et payent la flat tax de 30%, il n'y a pas forcément besoin d'en savoir davantage, à mon sens. Et donc, plus on va récolter ces informations, moins bien on va les stocker. Et par définition, dans une organisation aussi importante que celle de l'État, où c'est des centaines, des milliers de personnes qui interagissent avec ces fichiers-là, il y a un risque énorme. Et ben, je trouve effectivement que c'est pas forcément utile toujours de donner ces informations. Et donc, en tout cas, l'histoire montre que pour l'instant, non. L'État n'est pas en capacité de protéger ses citoyens sur ces sujets-là. Claire. Ouais, j'ajoute que sur la déclaration des portefeuilles auto-hébergés, il y a une question d'applicabilité de la mesure. C'est-à-dire que l'État n'aurait pas la capacité d'aller contrôler les citoyens, ni de vérifier le montant sur le portefeuille. Donc je ne vois pas bien comment cette mesure pourrait être concrètement mise en place. Oui, en plus. C'est une sorte de vœu pieux, quoi. En parlant de piratage, les Nord-Coréens sont les spécialistes du piratage. Là. On a découvert comment ils utilisent de fausses réunions Zoom pour voler des cryptos aux gens, tout simplement. Oui, c'est vraiment un nouvel exemple d'ingénierie sociale, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont pirater le compte de quelqu'un sur un réseau social, donc ça peut être Telegram, par exemple, pour ensuite inviter cette personne sur des réunions Zoom, prétexter un problème de son, leur faire télécharger des fichiers supplémentaires pour une soi-disant mise à jour de Zoom. Et donc c'est comme ça, en fait, que les victimes vont se retrouver avec un virus ou un fichier, en tout cas pirate, sur leur ordinateur, qui va ensuite pouvoir prendre leurs données. Donc on ne peut là-dessus que rappeler les mesures de prudence, c'est-à-dire ne téléchargez jamais sur votre ordinateur des fichiers que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas d'où ils viennent. Soyez très prudents aussi quand vous interagissez sur les réseaux sociaux avec les comptes de personnes que vous connaissez. Si quelque chose semble bizarre, n'hésitez pas à vérifier sur un autre réseau social que cette personne n'a pas été piratée. Donc voilà, vraiment, allez-y, ceinture et bretelles, quoi. Faites preuve d'un maximum de prudence. D'autant qu'avec l'IA, ça va être de plus en plus facile de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, etc. Exactement. etc. Ouais. C'est quand même 300 millions d'euros à travers cette technique qui ont réussi à être dérobés. Donc, ce n'est pas des petites sommes. Et ça va très loin. Il y a quelques mois, ton téléphone a été SIM swap. Donc, on a réussi à voler ton numéro de téléphone. C'est aussi des choses qui sont malheureusement possibles et peu sécurisées aujourd'hui. Ça fait plus d'un an maintenant, mais on était nombreux dans ce cas. Effectivement, dans la crypto, il y a pas mal de gens à qui c'est arrivé. Ouais. Donc, c'est assez effrayant. C'est-à-dire que ça va de plus en plus loin et c'est de plus en plus compliqué de savoir faire le vrai du faux et de se protéger. Ouais. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni, plutôt que de saisir vos informations ou les informations des citoyens britanniques, il propose quoi, le Royaume-Uni ? Il propose de protéger, en l'occurrence, les utilisateurs de crypto. Ça, c'est intéressant. Oui, et au Royaume-Uni, il y avait déjà une réglementation quand même. Il ne faut pas imaginer qu'on partait de rien. Ils avaient une réglementation, je dirais, qui ressemblait un peu à ce qu'on avait en France avant, c'est-à-dire une sorte d'enregistrement qui concernait principalement la lutte anti-blanchiment. Et là, on voit aujourd'hui qu'ils passent au niveau du dessus et qu'ils se posent des questions, par exemple, sur les abus de marché, sur la solidité des entreprises en matière de conservation de cryptoactifs. La Banque d'Angleterre, elle s'interroge sur les stablecoins et lance une grande consultation à ce sujet. Et donc, on voit que courant 2026, il va y avoir des consultations et des réflexions sur l'élaboration d'une réglementation qui pourrait entrer en vigueur en 2027. Ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'on s'oriente vers une réglementation qui est peut-être plus proche de la réglementation américaine que de la réglementation MiCA. Et c'est probablement d'ailleurs pas un hasard si le Royaume-Uni se lance maintenant sur ce sujet. C'est aussi parce qu'il voit bien qu'aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses et qu'il est désormais temps pour eux d'adopter une clarté réglementaire s'ils ne veulent pas que les entreprises aillent uniquement aux États-Unis ou en Europe, mais qu'elles viennent aussi chez eux. Les pros des cryptos, chaque vendredi, dernier épisode de l'année. On se retrouvera bien sûr début 2026 pour la suite. Alors on va tirer le bilan de l'année 2025. Après 2 années de boom, le Bitcoin sur l'année, là je regardais, depuis le 1er janvier, il perd 7-8% le Bitcoin. Quelles sont les principales explications à cette baisse du Bitcoin qu'on n'avait pas forcément vu venir alors qu'on a franchi les 100 000 quand même entre-temps? Valentin. Si, on l'avait vu venir, vous étiez le seul à ne pas l'avoir vu venir, Guillaume. Tout de suite, il tire direct. Lui. Mais je me vengerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. C'est prévu, c'est écrit. Là. Ça avait été un petit peu anticipé parce qu'effectivement, Bitcoin, c'est toujours des cycles de marché haussier, marché baissier. Il a beaucoup augmenté, Bitcoin, ces 18 derniers mois. Donc, c'est normal qu'on ait une petite respiration. Elle est effectivement accélérée ces derniers mois, mais sur l'année, ça fait moins 10%. C'est plutôt quand on regarde par rapport à l'or, où effectivement, on dit souvent que Bitcoin est l'or numérique. Et là, l'écart se creuse. Mais l'écart se creuse davantage
parce que dans la situation géopolitique actuelle et les guerres un peu partout sur cette planète, eh bien, l'or s'est envolé plus vite que Bitcoin. Et à ce moment-là, ça creuse l'écart. Mais sinon, la baisse n'est pas forcément très bizarre. Elle avait été très haute, cette hausse en 2017. Elle avait baissé ensuite. Il y avait eu en 2022 le nouveau bull run et puis le bear market. On est en 2025, fin 2025, avec un pic et un record cette année. On va avoir peut-être quelques mois de baisse. Mais c'est moins intensif. Et je trouve que les montagnes russes sont un peu, pour l'instant, un peu moins prononcées. C'est les collines russes, là, plutôt. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut dire, à l'issue de cette année 2025, que la classe d'actifs s'est institutionnalisée? Est-ce qu'on peut dire que c'est fait, là? Ah ben, complètement. C'est complètement fait et ça sera de plus en plus le cas. Là, il y a quelques semaines, vous l'avez commenté suffisamment sur ce plateau, mais une banque comme BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne qui propose à des clients directement sur l'application bancaire de pouvoir acheter des cryptos. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de frais et ainsi de suite, mais c'est quand même un pas de géant. Moi, j'ai souvenir d'avoir pris ce pari avec justement le président des ARC à Bercy en disant « Je suis sûr qu'avant la fin 2025, on arrivera à ce constat-là ». Bon, ils ont fait en sorte que ça soit tout pile le cas. Merci à l'équipe des ARC, mais en tout cas, je sais qu'il y a d'autres banques qui le feront dans quelques mois. C'était vraiment la course à celui qui fera le premier. Bon, ben, bravo à Banque Populaire, Caisse d'Épargne, mais ça clairement dans la bancaire des Françaises et des Français. Et puis, quand on voit la tokenisation, les actifs de la vie réelle, quand on voit des BlackRock, quand on voit des fonds énormes qui veulent faire de la tokenisation, ça y est, le pont est définitivement fait. Effectivement. Alors, signe de cette institutionnalisation qui a accéléré cette année-là, encore cette semaine, ces nouvelles toutes fraîches, 5 sociétés crypto aux États-Unis viennent d'obtenir, Claire, une licence bancaire. Circle, licence bancaire validée. Ripple, validée. Paxos, validé. Fidelity, ils ne font pas que des cryptos, hein, validé. Et BitGo aussi, validé. Voilà. 5 licences bancaires pour les acteurs crypto. Ouais, alors je me méfie quand même de ces titres-là parce que quand on va regarder dans le détail, ces licences bancaires ne sont pas du tout des licences bancaires telles qu'on l'entendrait en Europe, c'est-à-dire des licences par exemple d'établissements de crédit en France. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce dont on parle ici. C'est un statut aux États-Unis de banque sur les actifs numériques, donc ça va leur permettre de faire par exemple de la garde d'actifs numériques, de la conservation d'actifs numériques, mais ça va pas du tout leur permettre de faire du dépôt de dollars classiques. Ça va pas leur permettre de faire des prêts. Donc, c'est un pas important parce que ça montre quand même que ces sociétés jouent le jeu de la réglementation, qu'elles ont envie d'être conformes dans les différents États américains, qu'elles veulent poursuivre leurs activités là-bas. Mais il ne faut pas imaginer que ça en fait des acteurs similaires à des banques traditionnelles qui font par exemple du crédit. Maintenant, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que petit à petit, on voit de plus en plus d'acteurs crypto qui vont se positionner sur des sujets de finances traditionnelles. Et je pense par exemple à Coinbase qui a annoncé quelques jours le lancement de sa plateforme Tokenize. Il se positionne pour fournir des services financiers sur blockchain en disant venez tokeniser vos actifs chez nous, tokeniser, je sais pas, de l'equity, des obligations, de l'or, et venez tokeniser ça sur Coinbase. On vous fournit l'infrastructure, on vous fournit le conseil juridique. Et ça, c'est très intéressant parce que ces acteurs-là, petit à petit, mettent le pied dans les services financiers traditionnels. Effectivement, et grâce à la tokenisation, c'est la passerelle entre effectivement le monde de la finance traditionnelle et cet univers crypto. L'univers crypto pense que la finance traditionnelle sera 100% tokenisée dans quelques années, peut-être tout le marché action à Wall Street, peut-être tout le marché obligataire, on verra. Tiens, la première grande banque américaine a fait un pas, elle aussi, justement vers la tokenisation. JP Morgan, ils ont lancé leur premier fonds tokenisé sur Ethereum, JP Morgan. Première banque américaine. Exactement, mais ils prennent effectivement le mouvement de l'ensemble des gros fonds. On parlait de BlackRock, et BlackRock utilise d'ailleurs le terme que vous avez utilisé, Guillaume, c'est clairement tout aussi important que l'arrivée des ETF, les actifs tokenisés. Et ce qui est important et amusant à voir, c'est que ça vient plutôt de la base clientèle. C'est des clients qui poussent les banques et les acteurs institutionnels aussi gros que BlackRock ou JP Morgan à créer ce genre d'actifs qui du coup permet d'avoir un panier de devises plutôt sûr en l'occurrence pour ce panier-là et de pouvoir l'avoir plus rapide, moins cher et en transaction instantanée. C'est ça la représentation sur blockchain d'actifs de la vie réelle ou en tout cas de plusieurs paniers de devises qui auraient été compliqués à mettre ensemble sans la tokenisation. C'est juste la meilleure manière de faire. Et donc oui, c'est les clients qui demandent ça et tout le monde s'y met et c'est que le début. Cette année 2025 a été passionnante. On va dessiner dans un instant les perspectives 2026. Vous tirez, Claire, quel bilan de cette année 2025 ? C'est les évolutions du Bitcoin qui vous ont surprise ? Enfin, quel est pour vous le fait saillant de cette année qui s'achève ? Pour moi, c'est véritablement l'arrivée du secteur bancaire dans la crypto. Tant aux États-Unis qu'en Europe, qu'en France. Ça faisait des années qu'on en parlait. Mais là, vraiment, on a Société Générale qui travaille avec Morpho. On a BPCE qui lance son offre crypto avec Exarch. Et on a, alors même si ce n'est pas encore officiel, c'est en coulisses, quand vous discutez avec différents prestataires techniques ou prestataires de conseil,
ils travaillent avec les banques pour lancer des offres de services crypto. Et donc, toutes les banques françaises, maintenant, sont les mains dans le cambouis et vont vraiment lancer des services. Donc, c'était une chose, il y a 2-3 ans, de dire elles y réfléchissent, etc. Là, on a passé le stade de la réflexion, on est vraiment au lancement. Donc, pour moi c'est ça le fait saillant de 2025. Maintenant, bien sûr, les cours ont monté, l'adoption du grand public, les levées de fonds. Donc, c'était, je dirais, une belle année pour la crypto. Mais l'institutionnalisation a vraiment fait un pas de plus cette année. Les pros des cryptos, chaque vendredi à retrouver en podcast, replay sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, on va anticiper maintenant 2026. Valentin, quels seront les gagnants du cycle l'an prochain sur les marchés? Il faut maintenant tout de suite l'annoncer aux followers des pros des cryptos. Allez-y, vous pouvez y aller. Vous êtes en libre antenne. Moi, je pense que la finance décentralisée tirera son épingle du jeu de 2026 pour 3 raisons. Il faut que je les trouve maintenant. La première, c'est parce que le secteur financier et crypto traditionnel, c'est très régulé avec justement l'arrivée de MiCA, corollaire de fait après de l'arrivée des banques qui, maintenant que le cadre est établi, ont pu s'amuser avec ce cadre-là. Que du coup ce cadre est maintenant très strict, là où la finance décentralisée n'est pas encore très bien cadrée. Et c'est très bien comme ça. Et on voit justement que AAV bénéficie d'un bac à sable encore important pour pouvoir développer la solution avant de savoir comment on va l'encadrer. Donc la finance décentralisée pour ça. La deuxième raison pourquoi la finance décentralisée, parce que comme les cours ont beaucoup monté et qu'ils vont baisser un petit peu, les gens vont se positionner en stablecoin, donc ces fameuses cryptos qui suivent les cours de l'euro et du dollar et qui fluctuent moins. Et donc ils vont essayer de générer des intérêts avec ça. Et quoi de meilleur que la finance décentralisée pour générer ces intérêts sur AAV ou sur Morpho? Claire en parlait. Tant que les taux américains ne baissent pas trop, enfin ça repose sur des trucs. Alors après, il y a des stablecoins euros, ils ne sont pas majoritaires, mais effectivement, il y a ce risque de parité directe et puis de taux d'intérêt, évidemment. Et puis, le dernier point, c'est que les solutions de finance décentralisées, elles se popularisent de plus en plus. Il y a même AAV, il y a quelques semaines, qui a annoncé une application bancaire, une application sur l'App Store et le Play Store qui permet à tout un chacun, sans même comprendre qu'il y a la crypto entre les deux, de placer des dollars avec des taux de rendement plutôt attractifs. On est au-dessus du livret A, c'est entre 3 et 5% en moyenne. Et ils vont de plus en plus aller chercher le grand public et se passer de cette complexité de connecter son wallet Ledger ou MetaMask ou ce qu'on préfère comme wallet pour ensuite faire un transfert. Je l'ai fait récemment avec un ami, c'est très compliqué. J'ai moi-même eu du mal à retrouver les fonds sur l'explorateur blockchain derrière, ils n'ont pas perdu, tout s'est bien passé. Mais là, voilà, c'est directement sur son téléphone avec l'App Store, l'application AAV. Donc ça va être un boom parce que c'est vraiment une révolution financière, cette finance décentralisée. Donc pour moi, c'est la finance décentralisée. Oui, ce sera l'année de la finance décentralisée 2026 pour vous, avec aussi encore l'essor des stablecoins. C'est-à-dire que si les cryptos baissent, les gens viendront stabiliser leur perf à travers les stablecoins. Donc ce sera un moteur de plus pour ces fameux stablecoins. Pour vous, Claire, qui pourrait gagner l'année 2026 dans l'univers crypto? Je sais pas. Alors, je pense que les stablecoins ont effectivement un rôle à jouer, Valentin l'a dit. Dans les années où la capitalisation globale des cryptos risque plutôt de stagner, voire de baisser, souvent c'est plutôt Bitcoin qui en sort gagnant par rapport aux jetons un peu plus exotiques, alternatifs. Donc moi, je parierais soit sur les stablecoins, soit sur Bitcoin. Et 2026 sera-t-elle l'année de l'Asie dans les cryptos? 6 investisseurs fortunés asiatiques sur 10, 6 sur 10 comptent augmenter leur exposition aux cryptos d'ici 2 à 5 ans. L'Asie est-elle en train de devenir le leader de l'adoption et va-t-elle en fait être plus importante que les États-Unis pour l'évolution des cours? Est-ce que les investisseurs asiatiques auront plus d'influence sur les cryptos dans les prochaines années que les investisseurs américains, Claire? Alors cette étude, elle est intéressante. On n'a pas forcément beaucoup d'informations sur la méthodologie, mais il y a eu entre 200 et 300 personnes fortunées, donc avec plus d'$1 million d'actifs investissables qui ont été interrogés. Et déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une surexposition de ces personnes à la crypto, c'est-à-dire qu'une très grosse majorité d'entre eux, je crois que c'est autour de 80%, souhaitent s'exposer à la crypto ou ils sont déjà exposés. Et donc, c'est vraiment un signe que ces personnalités-là, qui ont beaucoup d'actifs à investir, s'intéressent à la crypto et ne sont pas particulièrement réfractaires, sont très ouverts d'esprit. On voit aussi qu'ils considèrent la crypto non pas comme, je dirais, un actif pour faire du trading, mais comme un investissement long terme. Ils ne sont pas dans une logique d'aller gagner beaucoup d'argent très rapidement. Mais 9 sur 10 voient plutôt la crypto comme un placement à long terme et pas comme un placement à pari à court terme. Donc je trouve que les statistiques de cette étude sont très bullish, comme on dit, parce qu'on se rend compte que les personnes très fortunées sont
très ouverte à la crypto et ne voit pas ça comme une sorte de jeu pour se faire de l'argent très rapidement, mais bien comme un actif comme un autre dans lequel on peut placer une partie de son épargne. Ben voilà la façon dont l'Asie peu à peu considère les cryptos, effectivement. On va se demander aussi qui Donald Trump graciera en 2026. Ben oui, c'est un des enjeux de l'année à venir, un autre enjeu. Il a gracié déjà Sisi il y a quelques semaines. Alors Sam Bankman-Fried dit oui, c'est moi le prochain. Il y a peu de chances que ce soit lui. En revanche, le fondateur de Samurai Wallet, Keon Rodriguez, a peut-être lui des chances d'être gracié l'an prochain. Là-dessus, Donald Trump a dit « J'en ai entendu parler de ce gars, je vais y jeter un œil, nous allons examiner cela ». Vous y croyez, une grâce du fondateur de Samurai, Valentin ? À suivre, effectivement, Donald Trump nous a souvent surpris. Il sait faire ce qu'il faut pour faire parler de lui et puis des fois aussi défendre ses convictions. En l'occurrence, ça reste pour l'instant très flou. Effectivement, il a juste dit « J'ai entendu parler, on va regarder ce qu'on va en faire dans des échanges avec des responsables de la justice américaine ». Vous l'incarnez très bien, Donald Trump. Il m'a juste que je parle anglais, mais j'ai encore un peu de marge. Vous avez la même coiffure déjà, ça commence. C'est à cause de la clim. Donc à suivre, mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments pour savoir qui sera le prochain. Bon, une plateforme qui, elle, respire en tout cas en cette fin de semaine. AAV, vous l'avez rapidement cité, Valentin, la SEC, après 4 ans d'enquête, choisit finalement de ne pas poursuivre AAV. C'est un pas important, ça, Claire ? AAV, beaucoup connaissent dans l'univers crypto, bien sûr. Oui, ça faisait 4 ans, surtout, que la SEC enquêtait sur AAV. Et donc, c'est une pression réglementaire qui était sur le protocole depuis 4 ans. Et c'est vrai qu'enfin, cette enquête se termine. Donc, il y avait un sujet sur la nature du token et sur les prêts pour savoir si tout ça devait être requalifié en valeur mobilière. Donc, c'est un vrai soulagement. Et surtout, ce que ça veut dire concrètement, c'est que maintenant, le protocole AAV va pouvoir dédier ses ressources à autre chose que gérer cette pression réglementaire et gérer cette enquête. L'écosystème avance, Valentin, mais il y a à craindre qu'il avance plus à l'international qu'ici même en France. Vous en êtes la preuve vivante. Cube, donc, initiative française. Vous en êtes, Valentin, le PDG. Vous pilotez Cube. Cube entame un début d'internationalisation. Exactement, on vient de clôturer une levée de fonds de 700 000 € avec quelques acteurs très connus de l'écosystème crypto, dont Nicolas Bacca, le cofondateur de Ledger. Et on a dans le tour, notamment en dette, la Banque Populaire. Donc ça prouve qu'ils commencent vraiment à connaître ces enjeux-là. Notre objectif avec ça, c'est d'accélérer sur la création de contenu, parce que la créateur économie, je pense que c'est indispensable pour faire émerger les startups qu'on accompagne, parce que je pense qu'elles meurent davantage par manque de visibilité que par manque de cash. Et le deuxième enjeu, c'est qu'on ne joue plus franco-français. Ça l'a été pendant des années entre 2017 et 2022, quand on avait une réglementation claire, après elle a été fonctionnelle ou pas, et maintenant que ça se joue entre les continents. Donc on va commencer à accompagner nos boîtes pour qu'elles jouent avec un marché de 500 millions de personnes et plus que de 68 millions, parce que c'est ce que permet Mika, c'est ce que permet des agréments que des startups comme Dogo qu'on accompagne et qui tokenisent l'énergie renouvelable justement, pour les accompagner, et ensuite commencer nous aussi à regarder si pas mettre des succursales à droite à gauche sur la planète pour continuer de faire ces bridges entre les continents et accompagner cette innovation encore plus loin. Donc on reste à Angers. On va quand même un petit peu plus loin pour pas rester trop en province. Mais pour moi, Angers, c'est Paris. Paris, c'est l'Europe. Donc, pour ce qui est de l'Europe, c'est fait. Pas dire qu'Angers, c'est Paris. On va faire venir les startups internationales dans un premier temps, et j'espère qu'on les aidera à s'internationaliser après. Claire, il peut pas dire qu'Angers, c'est Paris. C'est pas possible de dire un truc pareil. Même si on adore les Angevins, mais enfin, ça va, c'est pas Paris quand même. Non, mais ce qui veut dire, c'est que c'est pas très loin et qu'on peut y aller facilement. Merci Claire. C'est quand même qu'à 1h15 de Paris. C'est vrai. Il est fan d'Angers, mais il s'internationalise. Valentin Demey, PDG de Cube. Donc Cube, vous êtes une pépinière d'entreprise dans l'univers. Accélérateur de start-up. Exactement. Et Claire Balva, qui vient évangéliser auprès des institutionnels avec la DAN. Elle en est la directrice générale. Merci Claire, qui nous aura accompagnés une nouvelle fois cette année. On vous retrouvera début 2026. Un grand merci à vous, Valentin, d'être passé nous voir également. Merci Guillaume. Depuis Angers, intense Paris, hein. Courage. Ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de points de vie. C'est vrai. Mais j'aime bien vous voir, Guillaume. C'est un plaisir partagé. On a l'impression de recevoir Donald Trump quand vous venez, c'est physique, c'est comme ça. Vous êtes plus fin que lui quand même. Et puis on salue aussi tous les experts de Meria qui nous accompagnent régulièrement ici. Owen Simonin, bien sûr, et Thibaut Boutroux qui nous auront accompagnés cette année. Bonne fête à tous. On se retrouvera le deuxième vendredi de janvier, parce que le premier c'est le 2 janvier. Donc du coup le 9 janvier prochain pour le prochain épisode. Et pour des cryptos, bonne fin d'année à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.